Imaginez un jeune médecin français, seul au bout d'une piste clandestine en pleine nuit africaine. Devant lui, la carlingue d'un avion cargo vibre déjà, moteur allumé. Derrière lui, dans l'obscurité, une file de silhouettes osseuses, des enfants au ventre gonflé, des mères qui ne pèsent plus rien. On lui hurle « Bernard, monte, on décolle dans 10 minutes ou on laisse tout ici !» Il a 10 minutes. 10 minutes pour choisir entre obéir à l'organisation qu'il a envoyée ici, la Croix-Rouge française, et se taire, ou trahir le sacro. C'est un devoir de réserve, parler, témoigner, accuser, au risque de tout perdre. À quelques mètres, un autre médecin, plus âgé, représentant de la Croix-Rouge, le fusille du regard. On n'est pas là pour faire de la politique, Kouchner. On soigne, on se tait. Ce soir-là, au Biafra, au milieu des carcasses d'avions et des corps trop légers qu'on soulève comme du papier, Bernard Kouchner comprend que son véritable combat ne sera pas seulement contre la maladie, mais aussi contre le silence. Dans 10 minutes, un avion va décoller. Dans quelques semaines, un article va faire scandale. Et dans quelques années, ce médecin inconnu d'Avignon va devenir le symbole d'un nouveau type de héros, le French Doctor. Pour comprendre comment on en arrive à ce choix impossible, il faut remonter bien avant cette nuit suffocante, jusqu'à une autre nuit. 30 ans plus tôt, éclairé par les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Bernard est né le 1er novembre 1939, à Avignon, quelques semaines seulement après le début de la guerre. Il vient au monde dans un pays qui bascule, dans une Europe qui s'enfonce dans le chaos. Son père, Louis, est un dentiste juif d'origine lituanienne, arrivé en France pour fuir les pogroms de l'Est. Sa mère, Georgette, est protestante, issue d'une famille des Cévennes, marquée par l'histoire des persécutions religieuses. Autrement dit, dès sa naissance, Bernard est l'enfant de 2 mémoires blessées. Dans la petite maison familiale d'Avignon, il ne se souvient pas des premières sirènes, des uniformes, des chuchotements inquiets, mais il en portera longtemps l'écho. Il grandit entouré de secrets à demi-dits, des cousins qui ne sont pas revenus, des noms prononcés à voix basse, des photos qu'on ne commente pas. Pendant l'occupation, la famille vit avec la peur de la dénonciation, du contrôle, de la rafle. Bernard est trop petit pour comprendre, mais il voit le visage de son père se durcir à chaque fois que l'on frappe à la porte. Il voit sa mère cacher des papiers, des médicaments, des lettres. Il sent dans le silence de la maison que le monde n'est pas un endroit sûr. Après la libération, la lumière revient, mais le décor a changé. La France fête la victoire. On danse sur les places d'Avignon, on remet les guirlandes, on relève les façades. Bernard est un enfant, il court dans les ruelles, il rit, mais autour de lui les adultes comptent les absents. Très tôt, il comprend que certains chiffres, comme 6 millions, ne sont pas abstraits. Ils ont des visages. Ils ont le visage des oncles qui ne viennent plus, des tantes dont on ne parlera plus. Son père, rescapé, ne veut plus jamais être une victime. Cette détermination silencieuse, cette obstination à rester debout, Bernard la boit comme du lait. À l'école, le petit Kouchner est vif, bavard, parfois insolent. Il discute avec les maîtres, il conteste, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi certains ont faim et d'autres pas? Pourquoi les réfugiés qui arrivent à Avignon sont-ils logés dans des baraquements? Pourquoi les adultes détournent-ils le regard quand ils prononcent le mot « camp » ? Il passe des heures à la bibliothèque, dévorant tout ce qui lui tombe sous la main, des romans de Victor Hugo aux articles de journaux sur les procès de Nuremberg. Ce qu'il découvre là le fascine et le révolte. L'horreur a bien eu lieu, mais la vie continue. Est-ce normal? Est-ce supportable? Adolescent, Bernard découvre une autre scène qui va le marquer, le Festival d'Avignon. Les nuits d'été, il voit le Palais des Papes devenir un théâtre géant. Les mots, les corps, la lumière transforment la réalité. Il comprend qu'on peut, avec des phrases, faire surgir des mondes, faire trembler des certitudes. Cette énergie, il la sent aussi en lui. Il aime parler, convaincre, provoquer. On lui dit souvent « Tu pourrais faire de la politique ?» Lui ne sait pas encore ce que cela veut dire, mais il sent confusément que sa vie ne se passera pas dans un bureau tranquille. Pourtant, lorsqu'il s'agit de choisir une voie, c'est vers la médecine qu'il se tourne. La figure de son père, le cabinet dentaire, l'idée que l'on peut concrètement soulager la douleur, tout cela le touche. Soigner, c'est agir. Et agir, c'est refuser l'impuissance que ses parents ont connue pendant la guerre.
Il quitte alors Avignon pour monter à Paris, comme on disait à l'époque, direction la faculté de médecine, les amphithéâtres glacés, les nuits blanches de révision, les cadavres qu'on dissèque en première année, l'odeur à la fois dérangeante et fascinante de l'hôpital. À la Pitié-Salpêtrière, à Cochin, dans ces couloirs où se croisent des blouses blanches et des familles épuisées, Bernard découvre un autre monde clos, avec ses codes, ses hiérarchies, ses humiliations. Les grands patrons règnent sur leur service comme des monarques. La parole descend, ne remonte jamais. Un jour, alors qu'il est encore externe, il ose contredire un professeur devant les autres étudiants. Le diagnostic lui semble faux. Il le dit, le silence est tombé dans la salle comme une chape de plomb. Le patron l'a regardé froidement, a écrasé sa cigarette dans un cendrier et lui a lancé « Monsieur Kouchner, vous avez tout à apprendre. Commencez par vous taire. » Ce jour-là, il comprend qu'il vient de se faire un adversaire puissant, l'autorité médicale, sûre d'elle, verticale, indiscutable. Cet affrontement, ce bras de fer entre le jeune interne insolent et l'establishment, est un avant-goût de ce qui se jouera plus tard, sur la scène humanitaire et politique, mais sur le moment, il encaisse. Il apprend, il serre les dents, il sait qu'il n'est rien, qu'un nom sur une liste de garde, un matricule parmi d'autres. Les gardes, justement, ces nuits interminables où il voit défiler la misère humaine dans tous ses états. Accident de la route, tentative de suicide, crise, de douleur, alcoolisme, abandon, il se découvre un mélange explosif de compassion et de colère. Pourquoi certains patients arrivent-ils si tard? Pourquoi personne ne s'est occupé d'eux avant? Pourquoi laisse-t-on des gens vivre dans de telles conditions pour ne les voir qu'au moment où tout s'écroule? À la sortie d'une garde particulièrement éprouvante, il erre au petit matin dans les rues de Paris, le soleil se lève sur les quais, des ouvriers vont au travail, des bourgeois promènent leurs chiens, des clochards dorment encore dans des cartons. Le contraste est insupportable. Il se dit que soigner dans un hôpital ne suffira pas. Le monde ne se résume pas à un bloc opératoire. En toile de fond de ses années d'études, une autre guerre déchire la France, la guerre d'Algérie. Bernard n'est pas au front, mais il ne peut ignorer ce qui se passe. Les journaux parlent de maintien de l'ordre, mais les rumeurs de torture, de villages brûlés, de disparitions circulent. Avec d'autres étudiants, il participe à des réunions, signe des pétitions, rejoint les manifestations contre la guerre. Il découvre les tracts renéotypés, les réunions enfumées dans des caves du quartier latin, les débats sans fin sur le marxisme, la décolonisation, la démocratie, la médecine et la politique commencent à se mêler dans sa vie. Il soigne le jour, il milite le soir, la ligne est floue. Pour lui déjà, il n'y a pas deux mondes séparés. Puis vient 1968, le printemps explose. Les pavés volent, les slogans crépitent sur les murs. Il est interdit d'interdire. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Le quartier latin devient un champ de bataille joyeux et brutal. Bernard, lui, ne monte pas sur les barricades pour lancer des pavés, mais pour installer des postes de secours. Avec quelques amis médecins et étudiants en médecine, il organise des équipes qui récupèrent les blessés, les soignent, les transportent. Il voit des crânes ouverts, des mains brisées, des visages en sang. Il voit aussi la violence policière, les charges, les coups de matraque. Un soir, alors qu'il recoue la plaie d'un étudiant, un commissaire entre dans le local improvisé et hurle. « On ferme tout de suite. Ce que vous faites est illégal. » Bernard se redresse, les mains encore tachées de sang. Pour la première fois face à un représentant direct du pouvoir, il ne baisse pas les yeux. Ce qui est illégal, c'est de laisser des gens mourir sur le trottoir. Je suis médecin, je ne vous demande pas la permission. Le commissaire sort, furieux. Bernard tremble, mais il sait qu'il vient de franchir une frontière intérieure. Il n'est plus seulement un praticien, il devient un acteur de la cité. Sa légitimité, il la tient de son serment médical autant que de sa conscience politique. Là encore, le conflit est clair. D'un côté, l'autorité, l'ordre, la raison d'État. De l'autre, un médecin qui refuse d'obéir quand la vie est en jeu. Cette expérience de mai 68 laisse en lui une conviction brûlante. Un médecin ne peut pas être neutre face à l'injustice. Il doit prendre parti.
Autour de lui, nombre de camarades rejoignent des partis, des groupes révolutionnaires, des organisations étudiantes. Bernard se rapproche d'une formation qui incarne une gauche critique, anticolonialiste, démocratique, le Parti socialiste unifié, le PSU, où milite notamment Michel Rocard. Il écoute, il observe. Les militants du PSU sont passionnés, parfois austères. Ils parlent de réforme de l'État, d'autogestion, de troisième voie entre communisme soviétique et capitalisme. Bernard, lui, arrive avec ses histoires de patients, de blessés, de vies brisées. Il découvre que la politique, trop souvent, parle en chiffres, en plans, en programmes, rarement en êtres humains concrets. C'est à ce moment-là que sa vie bascule une première fois. En 1968, des rumeurs terribles arrivent du Nigeria. Une région sécessionniste, le Biafra, est encerclée, affamée, bombardée par le pouvoir central. Les images qui filtrent montrent des enfants au ventre énorme, aux bras comme des brindilles, les yeux immenses dans des visages de vieux, une famine provoquée, assumée, utilisée comme arme de guerre. La Croix-Rouge française, respectée, officielle, cherche des médecins volontaires pour des missions d'urgence. Bernard n'hésite pas longtemps. C'est l'occasion d'aller là où la souffrance est nue, là où les grands discours ne suffisent plus. Le contraste est violent. Hier encore, il discutait dans les cafés parisiens des mérites comparés du socialisme autogestionnaire et du planisme. Aujourd'hui, il se retrouve sur un tarmac africain, dans la chaleur poisseuse, à charger des caisses de médicaments dans des avions qui décolleront de nuit pour franchir illégalement un blocus. La première fois qu'il pénètre dans un camp de réfugiés biafrais, il est frappé par le silence. Pas de cris, pas de larmes, juste une masse d'êtres humains trop faibles pour protester. Des enfants aux cheveux décolorés par la malnutrition, à la peau qui pend sur les os, des mères qui tendent vers lui des nourrissons à moitié morts, comme on tendrait un paquet. Prenez-le, sauvez-le. Il a beau être médecin, il n'était pas préparé à ça. Les jours s'enchaînent, les gestes deviennent mécaniques. On pèse les enfants, on mesure leurs bras avec un ruban gradué, on note des chiffres. En dessous d'une certaine valeur, le risque de mort est imminent. Les mains tremblent parfois, mais il faut aller vite, toujours plus vite. Il manque de tout, de lait, de médicaments, de couverture, de temps. Et il découvre un autre manque, plus insidieux. Il manque de mots. Comment raconter cela? Comment le faire exister ailleurs que dans ce camp perdu, alors que, dans les salons européens, on discute de géopolitique et de souveraineté des États? C'est là que le conflit éclate au grand jour. La Croix-Rouge, fidèle à ses principes, impose le silence. Pas de prise de position politique, pas de dénonciation publique. On soigne, on se tait. La neutralité est la condition d'accès aux victimes, dit-on. Bernard, lui, n'en peut plus de se taire. Chaque jour, il voit les conséquences d'un blocus délibéré, d'une guerre conduite sans scrupule. Comment pourrait-il revenir en France et faire comme si de rien n'était? Comment regarder ses amis du PSU, ses confrères à l'hôpital, sans dire ce qu'il a vu? Au cœur de cette tension se cristallise une rivalité presque personnelle. Face à lui, le chef de mission de la Croix-Rouge, incarnation de l'humanitaire traditionnel, défend la ligne officielle, rigide, implacable. Si vous parlez, on ne vous renverra plus jamais sur le terrain. Et on perdra l'accès aux populations. Vous croyez les aider en parlant? Vous les condamnez. Pour Bernard, cet homme devient plus qu'un supérieur. C'est un adversaire, un concurrent moral. Deux conceptions de l'aide s'affrontent. D'un côté, la neutralité, même au prix de la vérité, de l'autre, le témoignage, même au risque de tout perdre. Cette rivalité n'a rien de théorique. Elle se joue dans la sueur, la fatigue, les disputes à voix basse au bord des tentes, les regards que l'on évite. Et elle se résume, un soir, en une phrase lancée dans la nuit. Monsieur Kouchner, choisissez, médecin ou militant. Vous ne pouvez pas être les deux. C'est faux, pense-t-il. Justement, tout son être, son enfance marquée par la guerre, son adolescence nourrie de lectures sur la Shoah, ses années de médecine, et tout le pousse à refuser ce choix. Lorsque, quelques semaines plus tard, il revient en France, il est un autre homme. Il a dans sa tête des images qu'il ne peut pas effacer, dans ses carnets des notes qu'il ne veut pas censurer. Avec quelques camarades revenus eux aussi du Biafra, Max Récamier, Xavier Emmanueli, d'autres, il commence à parler, il raconte les cadavres d'enfants, les villages détruits, la stratégie de la faim.
Il dénonce le blocus, il critique la passivité des gouvernements. Le choc est immense. Pour la première fois, des médecins en blouse blanche se dressent contre la diplomatie officielle, contre une organisation aussi vénérable que la Croix-Rouge. Ils sont immédiatement accusés d'imprudence, d'incompétence, de naïveté politique, mais quelque chose est né. Dans la petite communauté des jeunes médecins engagés, une idée surgit, simple et révolutionnaire, créer une organisation qui ne serait pas seulement là pour soigner, mais aussi pour témoigner, une organisation qui ne se laisserait pas museler par la neutralité entendue comme silence. Ce projet, qui prendra bientôt le nom de Médecins sans frontières, est à la fois un prolongement et une rupture. Prolongement d'un engagement médical sincère, rupture avec l'humanitaire classique. Et déjà, dans les discussions enflammées des premiers noyaux de fondateurs, on sent poindre un nouveau type de rivalité. Entre ceux qui veulent une ONG combative, prête à affronter les États, et ceux qui craignent de perdre l'accès au terrain. À ce stade de sa vie, Bernard Kouchner n'est pas encore ministre, ni diplomate, ni figure médiatique. C'est un jeune médecin qui commence à comprendre que son champ de bataille ne sera jamais seulement la salle d'opération. Entre les couloirs austères des hôpitaux parisiens, les caves enfumées du PSU et les pistes clandestines du Biafra, il se construit une identité hybride, médecin, militant, futur homme politique. La limite de temps qui le hantait au pied de cet avion, 10 minutes pour choisir entre le silence et la parole, s'est élargie à toute sa vie. Combien de temps reste-t-il pour changer les règles du jeu, pour imposer l'idée qu'on peut soigner et parler, agir, et dénoncer, être médecin et acteur de l'histoire? Et, déjà, à Paris comme en Afrique, les regards se tournent vers lui. Ce jeune homme qui n'accepte pas les compromis trop faciles. Certains le voient comme un allié précieux, d'autres comme un concurrent dangereux, prêt à bousculer un ordre établi qui se croyait intouchable. La suite, elle, se jouera sur une scène plus vaste encore, celle des ONG naissantes, des plateaux de télévision, puis des couloirs. Du pouvoir, là où la médecine et la politique vont se heurter frontalement dans la vie de Bernard Kouchner. Des années plus tard, une autre nuit, un autre avion. Mais cette fois, les caméras de télévision sont déjà là, braquées sur lui. Nous sommes à la fin des années 70, sur un quai improvisé, quelque part en mer de Chine, des centaines de silhouettes exténuées attendent, entassées sur un vieux bateau, de pêche vietnamien prêt à couler. Des boat people, ces réfugiés qui fuient le régime communiste au risque de se noyer. Bernard Kouchner, gilet de sauvetage rouge sur une chemise collée par la sueur, hurle vers le commandant d'un navire marchand européen qui hésite à les embarquer. Vous avez 20 minutes, pas une de plus, avant que la tempête nous tombe dessus. Si vous ne les prenez pas maintenant, on reviendra repêcher des cadavres. » Le capitaine regarde le ciel, la mer qui se creuse, puis les caméras. Les journalistes filment chaque seconde. Dans leurs yeux, Bernard lit la vraie question. Qui, ce soir, sera le héros? Et qui sera le lâche? Il sait qu'il joue avec le feu. La compagnie du navire a interdit de prendre des réfugiés, les assurances menacent de ne plus couvrir le bateau. Au loin, une frégate menace de les repousser en dehors des eaux territoriales. Il a 20 minutes pour forcer la main de tout un système, 20 minutes pour transformer la honte en geste de courage. Ce soir-là, ce n'est plus seulement un médecin qui se bat, c'est le chef d'une ONG en pleine ascension. Un homme qui a compris que, dans cette nouvelle guerre humanitaire, l'arme la plus puissante n'est pas le scalpel, mais l'image. Tout avait commencé pourtant de manière presque artisanale, dans un bureau trop petit, au début des années 70. Autour d'une table bancale, quelques médecins revenus du Biafra, du Pakistan, du Moyen-Orient, ils ont dans les yeux les mêmes scènes de famine, les mêmes fosses communes, les mêmes frustrations. Bernard est parmi eux, cigarette au coin des lèvres, parlant trop vite, trop fort. Une idée circule, insistante. Il faut créer autre chose. Une organisation libre, légère, capable d'aller partout, sans demander la permission aux États, sans se cacher derrière la neutralité pour justifier le silence. Les premiers statuts de Médecins sans frontières sont griffonnés presque à la hâte. On parle de urgence, de témoignage, de solidarité, rien encore sur les plateaux de télévision, pas de campagne de dons sophistiqués. Juste quelques bénévoles, des valises de médicaments et l'obstination d'être là où personne ne veut aller.
La vraie rupture n'est pas dans les mots, mais dans l'intention. Dire publiquement ce qu'on voit, nommer les bourreaux, dénoncer les crimes, même si cela déplaît aux chancelleries. Très vite, la jeune organisation est mise à l'épreuve. Des inondations au Pakistan, la guerre civile au Liban, des famines en Afrique. Chaque catastrophe devient une sorte de test. Bernard est partout. On le voit dans des camps de réfugiés, dans des hôpitaux improvisés, dans des meetings politiques où il raconte, les yeux brillants, ce qu'il vient de voir. Il parle vite, en phrases courtes, comme s'il n'avait jamais assez de temps avant la prochaine urgence. Sa capacité à captiver un auditoire est déconcertante. Les journalistes le comprennent avant les politiques. Ils savent qu'avec lui, l'humanitaire n'est plus seulement une histoire de chiffres, mais une succession de scènes, de visages, de phrases qui claquent. Pourtant, au sein de Médecins sans frontières, tout le monde ne voit pas cet emballement médiatique d'un bon œil. Un autre médecin, brillant, plus discret, plus méthodique, commence à prendre de l'importance dans l'organisation, appelons-le François. Là où Bernard surgit, improvise, provoque, François structure, stabilise, rationalise. Entre les deux hommes, une rivalité feutrée s'installe. Ils veulent tous les deux sauver des vies, mais pas de la même manière. L'un croit à la force du coup d'éclat, de l'indignation publique, l'autre à la crédibilité institutionnelle, à la discipline, à la neutralité soigneusement préservée. Au début, ce duel reste silencieux. On plaisante sur les styles différents. Bernard, c'est le feu, François, c'est la glace, résument certains. Mais derrière les sourires, une question grave se pose. Que doit être Médecins sans frontières? Une ONG de rupture, prête à se fâcher avec les États, ou une grande organisation de secours, reconnue, invitée dans les sommets internationaux, partenaire obligé de la diplomatie? Chaque nouvelle mission ravive le conflit. Au Liban, quand des obus tombent trop près d'un dispensaire, Bernard veut dénoncer nommément les responsables. François hésite. Si on accuse, il nous expulse, et on laissera nos patients seuls. Tu veux quoi au juste? Leur sauver la vie? Ou faire du bruit? La phrase claque comme une gifle. Bernard, lui, retourne la question à l'envers. À quoi sert de sauver quelques dizaines de vies si l'on se tait sur le système qui en condamne des milliers? Dans cette lutte interne, un autre acteur invisible s'invite, le temps. Le temps des médias, qui exige des images fortes, des phrases chocs, des résultats en 24 heures. Le temps des ONG, qui ont besoin de continuité, de financement, de relations stables avec les gouvernements. Et le temps intérieur de Bernard, marqué par la guerre de son enfance, par le Biafra. Chaque jour perdu, pense-t-il, c'est une marche, de plus vers la répétition des catastrophes. À la fin des années 70, le conflit devient trop grand pour rester enfermé dans les murs de l'association. Les réunions de conseil d'administration se transforment en procès idéologiques. On parle de personnalisation excessive, de dérive médiatique, de confusion entre humanitaire et politique. Bernard encaisse d'abord, puis répond, puis attaque. Il n'est plus seulement le médecin indocile des hôpitaux parisiens, c'est désormais le cofondateur contesté de l'une des ONG les plus prometteuses du monde. Dans les couloirs, un mot revient, dangereux. Kouchner est en train de devenir plus important que Médecins sans frontières. La rivalité avec François se cristallise autour d'une question simple. Qui doit incarner la parole de l'ONG? Lorsqu'une équipe revient d'Éthiopie, choquée par l'ampleur de la famine, Bernard veut tout de suite organiser une conférence de presse. François, lui, prône la discrétion, le temps de vérifier, de calibrer le discours. Tu veux calibrer quoi, exactement? La couleur des cercueils? Explose Bernard. Ce ne sont plus seulement deux tempéraments qui s'affrontent, mais deux visions stratégiques, l'une misant sur la transparence brutale, l'autre sur la parole mesurée. Peu à peu, les votes internes se resserrent. Bernard perd du terrain. À force de vouloir bousculer, il inquiète, il fatigue, il divise. Le jour où le verdict tombe, la scène est d'une violence froide. Dans une salle de réunion trop claire, des dossiers s'empilent, des regards se baissent, le conseil a tranché. Bernard Kouchner est mis à l'écart de la direction de Médecins sans frontières. Tu restes un camarade de combat, mais l'association doit se protéger. Lui glisse quelqu'un, gêné. Protéger de qui? De quoi? De celui qui l'a aidé à naître, qui en a porté le nom sur tant de terrains de guerre. Pour la première fois depuis le Biafra, Bernard se retrouve à nouveau face au vide. Il a l'impression de revivre la scène de l'avion sur la piste clandestine, mais à l'envers.
On lui dit « Monte à bord de notre ONG disciplinée, tais-toi un peu ou reste sur le tarmac, seul ». Il choisit encore une fois de rester seul. Mais le vide ne dure pas. Très vite, des médecins, des infirmiers, des volontaires viennent le voir. Ils lui disent « Tu as raison de vouloir parler. On ne veut pas d'une ONG qui se tait ». De cette colère, de cette blessure, naît une nouvelle idée, encore plus ambitieuse, presque insensée. Créer une autre organisation. Plus politique, plus assumée, où le témoignage ne serait pas un supplément d'âme, mais un devoir. En 1980, Médecins du Monde voit le jour, le nom n'est pas choisi au hasard. Il affirme deux choses, le pluriel des médecins et l'horizon du monde. Dès le début, Bernard imprime sa marque. Pas question de se contenter de campagnes discrètes. On affrète des bateaux pour aller au secours des boat people, on organise des missions dans l'Afghanistan en guerre, on force les frontières, parfois au sens propre, avec Médecins du Monde. Bernard invente une nouvelle forme d'action, la mission humanitaire comme acte de désobéissance civile, assumé. Revendiqué, mis en scène, c'est là que l'épisode des boat people prend toute sa dimension. Ce soir de tempête en mer de Chine, quand il hurle au capitaine qu'il lui reste 20 minutes, Bernard sait qu'il joue une partie beaucoup plus vaste. S'il obtient l'embarquement des réfugiés, il prouve qu'une ONG peut tordre le bras d'intérêts privés, de règles maritimes, de calculs diplomatiques, et il sait que les caméras tournent. Dans son oreille résonne une autre deadline, le journal télévisé de 20 heures. Dans quelques heures, des millions de téléspectateurs verront ces enfants trempés, ces femmes hagardes, ces hommes épuisés qu'on hisse à bord. Si les images sont là, si l'histoire est forte, que pourront répondre les gouvernements quand on leur demandera « Et vous, que faites-vous » Le capitaine finit par céder, on tend des cordes, on installe des échelles, on arrache littéralement les réfugiés au naufrage. Sur le pont, au milieu du chaos, Bernard trouve le temps de lancer à un journaliste, presque comme une provocation. Vous voyez, ça, c'est le droit d'ingérence. Quand un État laisse ses citoyens mourir, la communauté internationale a le devoir d'intervenir, même en mer, même contre les règlements. Le droit d'ingérence. L'expression, élaborée avec le juriste Mario Bettati, devient son arme conceptuelle. Elle condense toute sa révolte, toute son expérience. On ne peut plus se cacher derrière la souveraineté pour laisser faire des massacres, des famines, des exodes. Pour ses adversaires, c'est une hérésie dangereuse. Pour ses partisans, un tournant historique. Pour lui, c'est un compte à rebours. Combien de temps faudra-t-il pour que cette idée, née sur un pont de bateau avec des réfugiés, grelottant, finisse par atteindre les salles feutrées des Nations Unies? Dans cette montée en puissance, la rivalité avec Médecins sans frontières prend un tour étrange. Les deux organisations, issues de la même matrice, se retrouvent parfois sur les mêmes terrains, face aux mêmes drames. Elles se croisent dans les camps, se surveillent dans les médias, comparent leur budget, leurs prix Nobel potentiels, leurs invitations aux grandes conférences. François, devenu figure centrale de MSF, incarne une version plus sobre, plus professionnelle de l'humanitaire. Bernard, à la tête de Médecins du Monde, symbolise le côté flamboyant, politique, parfois controversé. Chacun observe l'autre, se mesure à lui, à qui reviendra demain le rôle de conscience morale de la France. À qui s'adresseront les présidents quand il faudra envoyer une mission dans une zone de guerre? Au fil des années 80, les lignes continuent de bouger. Le mot « ingérence » fait son chemin. Dans le Kurdistan irakien, après les bombardements chimiques, Bernard milite pour des corridors humanitaires, protégés. En Amérique centrale, il soutient la dénonciation des dictatures. Dans les médias, son visage devient familier. Moustache, yeux clairs, langage direct. Il commence à faire quelque chose qu'il s'était juré de ne jamais vraiment faire, fréquenter le pouvoir. Les invitations arrivent d'abord par petites touches, une table ronde au ministère des Affaires étrangères, un déjeuner avec des députés, une audition à l'Assemblée nationale. Bernard y va comme on part en mission, avec curiosité, méfiance et une certaine impatience. Il écoute les phrases préparées, les prudences diplomatiques, les « il faut prendre en compte la complexité de la situation ». En lui, une question grandit. Peut-on vraiment changer le monde en restant dehors, en se contentant de crier sur le trottoir, de brandir des photos de camps de réfugiés? Michel Rocard, figure du PSU devenu responsable socialiste, le connaît depuis longtemps.
Il l'a vu dans les réunions politiques, dans les débats publics, à la télévision. Il sait que Kouchner ne ressemble pas aux autres médecins ni aux autres militants. Un jour, il le convoque à Matignon. Nous sommes en 1988. La gauche revient au pouvoir et Rocard devient Premier ministre. Dans son bureau, il regarde Bernard avec une gravité inhabituelle. « Bernard, tu te bats depuis 20 ans pour que les États prennent leurs responsabilités humanitaires, et si, pour une fois, tu venais les prendre toi-même ?» Le silence dure quelques secondes de trop. C'est une proposition que Bernard redoute autant qu'il l'espère. Rocard poursuit. « Je te propose un poste inédit, secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire. Tu n'auras plus besoin de supplier les gouvernements d'agir. Tu pourras décider, mais il faudra aussi accepter les contraintes, les compromis, les lenteurs. Tu as 48 heures pour me répondre ? 48 heures, pas 10 minutes sur un tarmac, pas 20 minutes sur un pont de navire, mais 2 jours pour décider d'un basculement radical, rester l'éternel trublion des ONG ou entrer dans la machine qu'il a passé sa vie à bousculer. Il imagine déjà les réactions. Certains compagnons d'ONG le traiteront de traître, de récupéré, d'ambitieux. François, chez Médecins sans frontières, y verra peut-être la preuve qu'il n'a jamais été un simple humanitaire, mais un politique en devenir. Et pourtant, si le fameux droit d'ingérence doit un jour devenir une réalité, ne faut-il pas quelqu'un à l'intérieur de l'État pour emporter l'étendard ? Ces 48 heures deviennent une sorte de huis clos mental. Bernard se repasse sa vie comme un film accéléré. Avignon sous la guerre, les couloirs d'hôpital, les pavés de mai 68, le Biafra, les scissions, les boats people, les conférences de presse, les colères, les rivalités, les nuits de garde, les visages d'enfants au ventre gonflé. Tout converge vers cette question brutale. Où est désormais son champ de bataille ? Au terme du délai, il rappelle Rocard. « D'accord, j'accepte, mais je veux que ce soit clair. Je ne deviendrai pas un homme de coulisses. Je resterai un médecin sur le terrain autant que possible. »« Je ne t'ai pas choisi pour que tu te taises, » répond le Premier ministre. « Je t'ai choisi précisément parce que tu parles trop. » Lorsque Bernard Kouchner franchit pour la première fois les portes d'un ministère comme membre du gouvernement, il apporte avec lui quelque chose de totalement nouveau, l'expérience d'un médecin de guerre, d'un militant de l'ingérence, d'un chef d'ONG rompu, au duel avec les pouvoirs. Ce n'est plus seulement sur les pistes clandestines ou les quais de fortune qu'il devra se battre, mais dans les couloirs feutrés de l'État, face à des concurrents plus subtils, plus puissants, plus insaisissables que tous ceux qu'il a affrontés jusqu'ici. Et, déjà, une autre rivalité se dessine à l'horizon, celle entre le Kouchner humanitaire, libre, flamboyant, et le Kouchner ministre. Soumis à la raison d'État, le compte à rebours continue. Combien de temps lui faudra-t-il pour comprendre que, dans ce nouveau décor, sauver des vies ne se joue plus seulement à coups de seringue et de caméras, mais aussi de décrets, de budgets et de mots soigneusement choisis dans les assemblées internationales? Le plus difficile n'est pas d'entrer au gouvernement, c'est de découvrir, dès le premier jour, que les urgences y meurent, de lenteur. Dans le couloir du ministère, la moquette absorbe les pas comme pour étouffer le bruit du monde. Bernard avance, un dossier sous le bras, l'air d'un médecin qui se serait perdu dans un hôtel de luxe. Sur les murs, des tableaux officiels, des paysages paisibles. Sur son bureau, des piles de notes diplomatiques, paginées, tamponnées, rangées. Dehors, à des milliers de kilomètres, un camp de réfugiés se prépare à manquer d'eau avant la tombée de la nuit. Il a accepté. Il a dit oui à Rocard, secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire, un poste inventé pour lui. Sur le papier, c'est une victoire historique. L'humanitaire entre au cœur de l'État. Dans sa tête, c'est déjà un compte à rebours. Combien de temps avant qu'un drame éclate et qu'il découvre s'il peut vraiment, depuis cet intérieur feutré, changer le destin de gens qu'il ne connaît pas encore. Le premier test ne tarde pas. Décembre 1988. Un tremblement de terre ravage l'Arménie soviétique. Des villes entières s'effondrent. Des écoles s'aplatissent comme des cartes de visite. Les premières images qui arrivent à Paris sont insoutenables. Des mains qui dépassent de dalles de béton. Des parents qui creusent à main nue. Bernard se redresse en pleine réunion interministérielle. On a 24 heures, pas plus, pour être sur place. Après, on récupérera des corps, pas des survivants. En face,
Un haut fonctionnaire tout sotte ajuste ses lunettes. Monsieur le ministre, il faut d'abord l'accord de Moscou, vérifier la faisabilité, mobiliser l'armée, préparer un plan de vol, consulter nos partenaires. Les mots tombent comme autant de sacs de sable sur la piste d'un avion prêt à décoller. Bernard regarde l'horloge. La trotteuse écrase les minutes. Il revoit, comme un flash, les pistes boueuses du Biafra, les visages des boat people. Les catastrophes, il le sait, ne respectent pas les procédures. Alors il bouscule la table, il décroche le téléphone, appelle les responsables de la sécurité civile, les armées, les ONG, il promet, menace, supplie, tout à la fois. En coulisses, il joue contre la vieille inertie française, contre des réflexes diplomatiques figés dans la guerre froide. Le soir même, l'avion est prêt. Il manque encore une autorisation. À minuit, on ne sait pas si l'appareil pourra franchir l'espace aérien soviétique. À 2 heures du matin, le feu vert tombe enfin. Quand les sauveteurs français atterrissent en Arménie, des enfants sont encore coincés vivants sous les ruines. Dans les journaux, on parle d'efficacité remarquable. Dans les couloirs du pouvoir, on soupire. Kouchner va trop vite. Et, quelque part, devant son téléviseur, un homme sourit d'un air ambigu. François. L'ami devenu rival, désormais figure emblématique de Médecins sans frontières, observe ce collègue passer de l'autre côté. Le lendemain, sur un plateau de télévision, on lui tend un micro. Bernard Kouchner au gouvernement, c'est une bonne nouvelle? François laisse planer un silence calculé. Je préfère juger sur pièce. Le risque, quand on entre dans l'appareil d'État, c'est de confondre compassion et communication. L'humanitaire a besoin d'indépendance, pas de drapeau. Le sous-titre défile. Le vieux camarade prend ses distances. Bernard regarde la scène depuis son bureau. L'écran renvoie un visage qu'il connaît trop bien, ce mélange de bienveillance critique et de rivalité à peine dissimulée. Une pensée le traverse, acide. Même ici, au sommet de la République, il n'a pas fini de se battre contre son autre lui-même, celui qui était resté dans les ONG, celui que François incarne. Les crises s'enchaînent. Kurdistan, Liban, Cambodge, à chaque fois, le même duel. D'un côté, les diplomates qui répètent qu'il faut respecter la souveraineté des États. De l'autre, ce ministre qui insiste pour intervenir coûte que coûte. En 1989, face à la détresse des Kurdes massés dans les montagnes, il martèle l'idée de corridor humanitaire. L'expression choque les juristes, inquiète les militaires. Si vous envoyez des convois sans accord clair, vous mettez des civils en danger et vous embarquez la France dans des aventures incontrôlées, lui lance un général aux tempes grises. Bernard, lui, pense à autre chose, au message que regardent, en ce moment même, ceux qui se terrent dans la neige, avec quelques couvertures et des enfants fiévreux. Quel est le risque le plus grand? Intervenir ou laisser mourir? À chaque avancée, François surgit dans le champ médiatique comme un miroir critique. Lorsque Bernard parle de droit d'ingérence à la tribune de l'ONU, François répond dans un entretien. L'ingérence, si elle devient un prétexte pour les grandes puissances, peut tuer plus qu'elle ne sauve. Ce n'est plus seulement une divergence de stratégie, c'est un duel philosophique. Qui détient la légitimité morale? Celui qui agit de l'intérieur, en ministre, ou celui qui reste dehors, en vigie indépendante? La politique intérieure, elle, lui tombe dessus comme une pluie froide, un remaniement, un changement d'équilibre au sein de la majorité. Et le voici, quelques années plus tard, repositionné, ministre de la Santé. La guerre change de décor. Fini les camps de réfugiés, place aux couloirs d'hôpitaux, aux réunions avec les syndicats médicaux, aux débats sur la sécurité sociale. On pourrait croire que c'est une descente en intensité. C'est l'inverse. Dans un service d'oncologie, une femme en fin de vie lui serre la main. « On m'a annoncé mon cancer comme on m'aurait lu le menu de la cantine », dit-elle, le regard fixe. Bernard sort de la chambre, secoué. La violence n'est pas toujours là où on l'attend. Elle peut se cacher dans les mots ou dans leur absence. Il s'acharne alors sur un autre champ de bataille, les droits des malades. La future loi Kouchner commence à se dessiner dans des réunions tendues, où des professeurs de médecine, outrés, s'exclament. Informer les patients de tout, de leur diagnostic, de leurs risques. Mais vous voulez semer la panique, les pousser à contester l'autorité médicale? Il répond calmement, presque trop doucement, « Je veux qu'on les traite en adultes. » Et que la peur change de camp.
Pendant des mois, il jongle avec des projets d'articles, des amendements, des auditions. C'est une autre forme d'urgence. Non plus sauver quelqu'un d'une balle ou d'une famine, mais empêcher qu'un système continue à humilier silencieusement des millions de personnes. Le conflit avec François, ici, prend une tournure ironique. MSF, de son côté, se bat pour les victimes de guerres lointaines. Bernard, lui, se bat pour les victimes invisibles d'un paternalisme médical bien français. À un débat, un journaliste souffle. Finalement, vous faites maintenant ce que les ONG n'ont jamais pu faire, changer les règles du jeu à l'intérieur. Bernard se contente de hausser les épaules. Il sait qu'au prochain scandale, on lui reprochera l'inverse. Puis vient l'ex-Yougoslavie. Les Balkans s'embrasent, les villes se déchirent, les voisins deviennent des ennemis. La télévision française diffuse, pour la première fois depuis longtemps sur le continent européen, des images qui ressemblent à celles d'une guerre civile africaine, camps, colonnes de réfugiés, charniers. Bernard n'est plus seulement médecin ni seulement ministre. Il est devenu, aux yeux du public, une sorte de conscience nerveuse qu'on consulte chaque fois que l'Europe se découvre un nouveau drame. On le voit, gilet bleu sur le dos, arpentant Sarajevo assiégé, dénonçant les snipers, les nettoyages ethniques. « On ne peut pas laisser revenir la barbarie au cœur de l'Europe », répète-t-il sur tous les plateaux. Les caméras le suivent. Les éditorialistes s'entraînent à prononcer « droit d'ingérence » comme un mot d'avenir. Mais derrière la lumière, la rivalité se durcit. François, fidèle à sa ligne, fustige les shows humanitaires, qui ne changent pas le rapport de force sur le terrain. MSF refuse parfois de se joindre à certaines initiatives trop marquées politiquement. Un soir, lors d'un débat en direct, les deux hommes se retrouvent face à face. Le présentateur savoure l'affiche. Bernard Kouchner, ministre partisan d'une intervention armée plus résolue en Bosnie. François, figure d'une ONG majeure, méfiant vis-à-vis des usages politiques de l'humanitaire. Qui a raison? Les projecteurs chauffent, les caméras tournent. Le temps est compté. 7 minutes de confrontation. Pas une de plus. Bernard attaque. Quand des femmes sont violées systématiquement, quand des civils sont bombardés chaque jour, on ne peut pas se contenter de distribuer des couvertures en expliquant qu'on reste neutre. François réplique. Et quand les bombes que vous réclamez tombent à côté, sur ces mêmes civils, qui est responsable? L'humanitaire n'est pas un prétexte pour faire la guerre à la place des diplomates. Les téléspectateurs assistent à un duel de frères ennemis. Ils ne le savent pas, mais derrière chaque phrase se cachent des années de disputes, de nuits blanches, de divergences stratégiques. Au sortir du plateau, aucun des deux ne tend la main. Le fossé est désormais public, et pourtant, le destin n'en a pas fini avec ses ironies. 1099, le Kosovo s'embrase à son tour, exactions, exode, massacre. L'OTAN bombarde la Serbie. Les Kosovars albanais affluent sur les routes, dans les camps montés en urgence. Quand les armes se taisent enfin, le paysage est celui d'un pays en miettes. Pas seulement des maisons détruites, mais des institutions inexistantes, une haine à vif, des comptes à régler. L'ONU cherche quelqu'un pour prendre en main cette mission impossible. Administrer provisoirement le Kosovo, reconstruire, pacifier. Inventer un quasi-État à partir du chaos, le nom de Bernard circule. Médecin, humanitaire, homme politique, porte-drapeau du droit d'ingérence. Il a le profil idéal. On le convoque à New York, dans un bureau avec vue sur l'East River, un haut responsable des Nations Unies lui dit « Si vous acceptez, vous aurez 100 jours pour empêcher que ce territoire ne replonge dans le sang. 100 jours pour imposer un minimum de lois, de police, d'écoles, d'hôpitaux. Après, nous perdrons la main. Les mafias prendront le relais. 100 jours, un délai précis, presque chirurgical. » Bernard sent ce chronomètre invisible se mettre en marche au fond de sa poitrine. Il accepte. Quand il arrive à Pristina, les rues portent encore l'odeur du brûlé. Des façades criblées de balles, des vitrines éclatées, des familles qui reviennent, valises à la main, pour découvrir que leur maison est occupée par d'autres. La première nuit, il ne dort pas. Il fait le tour de la ville, escorté par quelques casques bleus. Dans la lumière tremblante des générateurs, il aperçoit un bâtiment encore debout, l'ancienne direction de la police serbe. « Voilà votre futur siège », lui glisse un officier de l'ONU. La symbolique est brutale. Le champion de l'ingérence humanitaire va s'installer dans les murs de ceux qui l'accusaient hier de répression.
Les jours suivants sont un tourbillon. Créer une monnaie, une administration provisoire, rouvrir les écoles, sécuriser les hôpitaux, empêcher les représailles contre les Serbes restés sur place, chaque décision est un pari. Un matin, on l'informe qu'un convoi de Serbes tente de fuir un village menacé. Des rumeurs courent, des hommes armés préparent une embuscade. « Vous avez 2 heures pour envoyer des soldats sur place », lui dit un conseiller militaire. « Après, ce ne sera plus un convoi, ce sera un cortège funèbre. » Et 2 heures. Bernard regarde la carte, le téléphone, la montre. Il sent la même urgence que dans les camps africains, mais cette fois, il porte en plus la responsabilité d'une quasi-armée. S'il ordonne un déploiement, il risque un accrochage. S'il ne fait rien, il laisse un groupe de civils à la merci d'une vengeance. Il tranche, enrage, doute. Le convoi passera, de justesse. On comptera tout de même des blessés, des voitures criblées d'impacts. Pendant qu'il se débat dans ce théâtre de ruines, François, à des centaines de kilomètres, commente la situation dans les médias. MSF s'inquiète de la confusion entre humanitaire et administration internationale, critique la militarisation de l'aide. Bernard, lui, se retrouve à signer des décrets pour réglementer la pêche dans les rivières kosovares, tout en négociant la réouverture d'un hôpital. La question revient, lancinante, jusqu'où peut aller un médecin qui accepte de devenir gouverneur? Dans les cafés improvisés de Pristina, ses partisans l'appellent le Viceroy, mi-sérieux, mi-moqueur. Il circule en convoi blindé, entouré de gardes, alors qu'il a passé sa vie à dénoncer les frontières et les murs. Un soir, seul devant la fenêtre de sa résidence, il observe la ville plongée dans une semi-obscurité. Il pense à Avignon, aux couloirs d'hôpital, aux nuits bien fraises, aux boat people, aux débats avec François, au cabinet ministériel. Et il se demande à quel moment l'ingérence, si nécessaire hier, risque-t-elle de se transformer en occupation, même bien intentionnée? Les 100 jours passent, puis d'autres. Les institutions kosovares prennent forme, lentement. Les écoles rouvrent, les marchés se remplissent, la vie reprend par petites touches. Mais les tensions restent palpables, les plaies béantes. Quand il quitte le Kosovo, certains l'ovationnent, d'autres le critiquent. On lui reproche d'avoir voulu aller trop vite ou pas assez loin. On l'accuse d'être à la fois trop politique et trop naïf. Comme toujours, il repart avec un bilan contrasté, impossible à résumer en un slogan. De retour en France, un nouveau tournant l'attend. La gauche s'est épuisée, la droite se réorganise. La vague néolibérale a balayé le monde, la mondialisation s'accélère, les guerres changent de visage. En 2003, la planète se fracture sur la question de l'Irak. Bernard, fidèle à son intuition d'ingérence, soutient l'idée qu'il faut renverser Saddam Hussein, une position qui le place en porte-à-faux avec une partie de la gauche, avec une partie de l'opinion, avec une partie même du monde humanitaire. François, cette fois, n'a plus besoin de dire grand-chose. Les lignes se sont inversées, c'est Bernard que l'on accuse d'avoir basculé du côté des faucons, d'avoir laissé son idéal d'ingérence se faire récupérer par les stratèges de Washington. Là où l'on attendait un rapprochement avec les siens, survient un twist que personne n'avait vu venir. 2007, Nicolas Sarkozy, figure de la droite, l'appelle « Bernard, je veux que tu sois mon ministre des Affaires étrangères ». On ne sera pas d'accord sur tout, mais tu porteras haut la voix de la France sur les questions humanitaires, européennes, internationales. La proposition est une gifle symbolique pour une partie de la gauche, un triomphe personnel pour lui, un casse-tête pour tous ceux qui avaient pris l'habitude de le ranger dans une case. Il sait ce que cela signifie. Accepter, c'est prendre le risque de devenir, aux yeux de certains, le complice d'une politique qu'il a souvent combattue. Refuser, c'est renoncer à l'un des postes d'où il pourrait, peut-être, faire entrer ses idées au plus haut niveau. Le délai est court, les tractations vont vite. Le nouveau président veut composer son gouvernement en quelques jours. Bernard sent, une fois de plus, le tic-tac du compte à rebours. Toute sa vie, il a joué avec le feu de la politique, sans jamais se laisser enfermer dans un camp. Cette fois, il faudra choisir clairement, et il accepte. Quand il s'avance, costume sombre, vers le perron de l'Élysée pour la photo officielle, les flashs crépitent comme des armes automatiques. Certains voient un reniement, d'autres une consécration. Lui se voit, une fois de plus, au milieu du gué. Derrière les sourires figés, il devine déjà les prochaines batailles. L'Afrique, le Proche-Orient, les relations avec l'Europe, les
Compromis budgétaire, les dossiers où la raison d'État voudra étouffer la raison humanitaire. Et, quelque part, dans un local associatif moins bien chauffé que les salons ministériels, François observe encore cette trajectoire improbable. L'un parle désormais au nom de la France entière, l'autre continue de parler au nom de ceux qu'on n'écoute jamais. Le conflit n'est plus seulement entre deux hommes, mais entre deux façons de croire au changement, par le pouvoir ou contre lui. Pour Bernard Kouchner commence alors une nouvelle phase de son existence, celle où chaque prise de position, chaque voyage officiel, chaque poignée de main avec un dictateur ou un opposant sera scrutée comme la preuve, éclatante ou accablante, de ce qu'il est devenu vraiment. Le jour où il serre la main d'un dictateur sous les flashs, quelque part dans un salon modeste de banlieue, une femme lâche à voix basse « Alors voilà !» Même lui, il a fini par se vendre. L'image est cruelle. Bernard en costume sombre, tapis rouge déroulé, hymnes nationaux, drapeaux croisés derrière lui. À côté, le chef d'un régime que les ONG dénoncent depuis des années. Prisonniers politiques, torture, presse bâillonnée. La signature d'un accord économique est prévue dans l'heure. Le protocole est millimétré. On lui a répété 20 fois la poignée de main, l'ordre des toasts, le sourire calibré. Ce que la caméra ne montre pas, c'est le minuteur invisible que Bernard sent dans sa tête. Il n'a que quelques dizaines de minutes, coincé entre deux cérémonies, pour glisser dans une conversation privée le nom d'un journaliste. Emprisonné, d'un opposant disparu, d'un médecin torturé, 30 minutes pour sauver peut-être une vie. Et si ces 30 minutes n'étaient qu'un alibi moral pour une visite qui blanchit le régime tout entier? C'est ça, désormais, son quotidien de ministre des Affaires étrangères. Pas un champ de bataille au sens classique, mais un jeu d'échecs à l'échelle mondiale, où chaque geste public masque une négociation, secrète, où chaque sourire peut coûter cher à ceux qu'il prétend défendre. Au Quai d'Orsay, les diplomates le regardent arriver avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Le docteur Kouchner, c'est ça? L'homme du sac de riz? Murmurent certains, un peu condescendants, dans les couloirs tapissés de cartes du monde. Pour eux, la diplomatie est un art du temps long, des nuances, des silences. Pour lui, c'est une succession d'urgences, de lignes rouges, de vies suspendues à une signature. La première grande épreuve tombe comme un orage d'été. Août 2008, la Géorgie s'enflamme, la Russie avance, les chars roulent, les civils fuient, l'Europe hésite. Dans la nuit, Bernard est réveillé par un appel. La voix du président est sèche. « Il faut y aller !»« Tout de suite, tu pars pour Tbilissi ? Tu as 48 heures pour éviter que ça tourne au massacre. » 48 heures, à peine le temps de comprendre la carte, les acteurs, les rancœurs historiques. Mais il monte dans l'avion, comme autrefois il bondissait dans un vieux cargo pour le Biafra. Sauf que cette fois, il n'emporte pas des sacs de farine, mais des éléments de langage, des projets de communiquer, l'espoir de transformer, un cessez-le-feu fragile en réalité. À l'atterrissage, la ville sonne creux. Sirènes, colonnes de réfugiés, buildings aux vitres explosées. Sur une place, il croise une mère géorgienne qui tient son enfant par la main, trop fermement. « Faites qu'il ne revienne pas !» lui lance-t-elle en désignant un point invisible vers le nord. Il vient négocier, pas commander aux armées. Mais dans ses yeux, cette femme a déjà fait de lui un bouclier. S'il échoue, ce n'est pas une formule de communiqué qui se brisera, c'est la vie de familles entières. Entre les rendez-vous avec les présidents, les ministres, les généraux, le temps file comme du sable mouillé. Chaque réunion repousse la suivante, chaque phrase est soupçée, traduite, réinterprétée, les diplomates lui soufflent la prudence, les ONG l'exhortent à la fermeté. À Paris, devant sa télévision, François, lui, observe. Il voit l'ancien camarade devenu chef d'orchestre d'une diplomatie européenne qu'il a longtemps dénoncée comme trop timide. Sur un plateau, on lui demande « Bernard Kouchner, envoyé spécial pour la paix en Géorgie, ça vous rassure ?» François esquisse un sourire amer. Il connaît la souffrance des populations? Reste à savoir s'il peut encore entendre leur voix derrière le brouhaha des chefs d'État. Le cessez-le-feu finit par tenir, bancal, imparfait, troué de violations. Les commentateurs se disputent le mérite entre Paris, Bruxelles, Moscou, Washington. Les réfugiés, eux, continuent de dormir dans des gymnases. Bernard repart, la mine fermée. Il sait qu'il n'a pas arrêté la guerre, seulement ralenti l'hémorragie. Dans l'avion du retour, il trace des notes sur un dossier. Ce ne sont plus des ordonnances, mais des options.
sanctions, mission d'observation, aide conditionnée. Le médecin prescrit encore, mais à dose diplomatique, les crises s'enchaînent. Le Darfour, la Birmanie après le cyclone Nargis, Gaza, l'Afghanistan, l'Iran. Chaque fois, la même question brûle en lui. Jusqu'où peut-on aller au nom des droits de l'homme quand on porte la cravate de la raison d'État? En Birmanie, en 2008, après le passage du cyclone, des dizaines de milliers de morts, des villages entiers rayés de la carte, une junte militaire paranoïaque qui refuse l'aide étrangère. On le voit sur les écrans, indigné, reprendre une vieille idée. Si un gouvernement laisse mourir son peuple, la communauté internationale a le devoir de forcer l'accès de l'aide. C'est son vieux droit d'ingérence, recyclé en proposition explosive, débarquer l'aide humanitaire sans l'accord des généraux birmanes. Des amiraux froncent les sourcils. À l'ONU, certains le traitent d'irresponsable, d'autres applaudissent en coulisses. Au Quai d'Orsay, on calcule. Peut-on vraiment envoyer des navires français au large d'un État hostile sans provoquer un incident majeur? À Médecins sans frontières, la réaction est glaciale. François, sur un ton ferme, « Quand l'humanitaire se met à parler le langage des flottes militaires, il ne reste plus grand-chose de l'indépendance. On ne bombarde pas pour sauver, on soigne. Point. » Bernard encaisse le coup. L'étiquette de ministre des droits de l'homme commence à lui coller à la peau comme un fardeau. Chacun, désormais, guette la moindre contradiction entre ses discours et ses actes. Quand il plaide pour un renforcement de la présence française en Afghanistan, des manifestants brandissent son portrait à côté d'images de bombardements. Quand il serre la main d'un dictateur pour faire libérer 3 prisonniers, on ne voit que la poignée de main, jamais les barreaux qui s'ouvrent en secret. Puis vient le retournement le plus violent, celui qui ne vient pas d'un ennemi politique, mais d'un livre 2010. En librairie, un pavé au titre sec, Le Monde selon K. L'auteur l'accuse de conflit d'intérêts, de complaisance en Afrique, de liens troubles avec des régimes auxquels il aurait conseillé, à titre privé, tout en se posant en conscience humanitaire. Les phrases sont tranchantes, les insinuations lourdes. Les journaux se saisissent de l'affaire. Les plateaux télé s'enflamment. On ne parle plus du médecin du Biafra, du fondateur de MSF, du ministre qui a défendu les droits des malades. On scrute ses factures, ses missions anciennes, ses honoraires. Dans ce tumulte, une scène se détache. Un débat est organisé. On attend que François vienne, une fois de plus, dresser un acte d'accusation morale. Mais il surprend. Au micro, il dit « Nous avons été en désaccord profond sur beaucoup de choses. Je ne lui ai rien épargné, mais réduire une vie entière d'engagement à quelques contrats mal expliqués, c'est une paresse morale. On a le droit de juger ses choix politiques, pas de réécrire son passé humanitaire en noir complet. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Bernard se sent défendu par son plus sévère critique. Le rival, l'ombre, devient l'avocat inattendu. Twist discret, presque invisible au public, mais essentiel pour lui. La tempête médiatique, pourtant, laisse des traces. À l'Élysée, on parle de remaniement. Le président veut du sang neuf. Bernard sent le coup près avant même qu'on le lui annonce. Le temps s'accélère à nouveau. Quelques semaines pour solder des dossiers, dire adieu à des équipes, vider un bureau où s'entassent des années de notes griffonnées, de cartes annotées, de rapports confidentiels. Il sait que la politique a un art particulier de l'oubli. Le jour où vous quittez votre poste, votre téléphone sonne déjà moins. Lorsqu'il remonte pour la dernière fois le perron du Quai d'Orsay en tant que ministre, les caméras sont là, mais l'angle a changé. On cadre moins serré, on commente à peine, un journaliste glisse à un autre. Tu te souviens quand il arrivait avec son sac de riz sur les plateaux? Ça paraît loin. Pour lui, ce n'est pas loin. Tout se bouscule. Les camps de réfugiés, les hôpitaux, les couloirs ministériels, les réunions d'urgence à l'ONU, les batailles de mots avec François. Il laisse derrière lui un bureau, pas sa vocation. Après le pouvoir, le silence ne vient pas tout de suite. On l'invite encore sur les plateaux. On lui demande des avis, des analyses, des souvenirs. Il écrit, donne des conférences, rejoint des comités, des think tanks, des instances de réflexion. Mais ce n'est plus lui qui décide des départs d'avions en pleine nuit, des ultimatums, des sanctions, des appels à l'ONU. Il est passé du côté des voix qu'on consulte, pas de celles qui signent. Le monde, lui, ne ralentit pas. 2011, les printemps arabes éclatent.
Place Tahrir, Benghazi, Damas. Des foules se lèvent, des régimes vacillent, des dictateurs tombent ou s'acharnent. Bernard regarde ces images avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Il reconnaît les ingrédients d'une histoire qu'il a vécue 1000 fois. L'espoir, la répression, les appels à l'aide. Il plaide, encore, pour qu'on n'abandonne pas les Syriens sous les bombes. Il écrit, parle de responsabilité de protéger, tente de réveiller les consciences comme il le faisait dans les années 1980. Mais le climat a changé. La fatigue des interventions militaires, les traumatismes de l'Irak, de l'Afghanistan, la montée des populismes rendent l'opinion méfiante. À la télévision, un jeune commentateur s'autorise même. La génération Kouchner, c'était celle qui croyait qu'on pouvait régler les injustices du monde avec des couloirs humanitaires et des casques bleus. On sait aujourd'hui que c'est plus compliqué. Plus compliqué. Bernard sourit tristement. Il n'a jamais cru que c'était simple. Il a juste refusé de se réfugier derrière cette complexité pour ne rien faire. Mais ce genre de nuance se vend moins bien que les formules définitives. Il vieillit aussi. Le corps rappelle ses droits, les nuits blanches se paient par des journées plus lentes. Un jour, dans une université où il est venu parler aux étudiants, il s'arrête un instant devant une affiche. Un débat sur l'humanitaire 2.0, avec des invités dont il ne connaît même pas les noms. Les nouveaux visages de la solidarité, hyper connectés, experts en réseaux sociaux, parlent d'impact, de storytelling, de levée de fonds en ligne. Il se surprend à ressentir la même méfiance amusée que les vieux mandarins de la médecine avaient eue à son égard lorsqu'il débarquait. Jeune, avec ses idées de révolution hospitalière, le temps a bouclé sa boucle, sans prévenir. François, lui, continue son chemin dans le monde des ONG. Il est désormais une figure historique autant que lui. Ils se croisent parfois dans des colloques, des hommages, des réunions à huis clos. Un soir, après une table ronde sur la Syrie, il se retrouve seul dans un couloir de salle de conférence, presque comme deux étudiants après un amphi. François lui dit « Tu sais, je me demande si on n'a pas passé notre vie à se tromper, mais pas au même endroit. » Bernard rit. « Moi, je suis sûr qu'on s'est trompé. Mais je préfère m'être trompé en essayant d'agir qu'en expliquant pourquoi il ne fallait surtout rien faire. » Le ton n'est plus venimeux. La joute est devenue presque tendre. Ils savent tous les deux que l'essentiel est derrière eux. Les années 2020 s'ouvrent sur une nouvelle série de secousses. Pandémie, confinement, hôpitaux saturés. Le médecin ressurgit derrière l'ancien ministre. Il observe, atterré, les soignants épuisés, les décisions politiques prises dans la panique, les discours sur la guerre contre le virus. On l'invite encore une fois à commenter, à expliquer, à comparer avec les grandes épidémies qu'il a vues ailleurs. Il insiste sur la dignité des malades, la transparence, la nécessité d'écouter le terrain, pas seulement les courbes. Dans les images d'unités de réanimation débordées, il retrouve les couloirs de ces hôpitaux où, jadis, il s'était battu pour le droit à l'information des patients. Le décor a changé, mais le combat est le même. Ne pas réduire les êtres humains à des cases dans un tableau de bord. Puis vient une autre guerre, plus proche, plus brutale. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Tanks, bombes, réfugiés par millions. L'Europe redécouvre, comme un cauchemar répétitif, les mêmes scènes qu'en ex-Yougoslavie. Bernard, cheveux désormais bien blancs, regarde les images de Mariupol, de Boutcha, d'Irpin, comme des flashs décalés de Sarajevo. On lui tend un micro. Vous qui avez plaidé toute votre vie pour l'ingérence humanitaire, que faudrait-il faire aujourd'hui? Il inspire profondément. D'abord, ne pas se raconter d'histoire. On ne protège pas des civils avec des phrases. Ensuite, tout faire pour que la justice passe, même des années plus tard, et surtout, ne pas s'habituer à ces images. Le jour où ça ne nous choque plus, on est perdu. Il sait qu'il ne sera plus l'homme des décisions, mais il continue d'être celui qui pose, obstinément, les questions dérangeantes. Le 12 octobre 2024, le temps, cette fois, s'arrête vraiment pour lui. La nouvelle tombe, sobre, dans une dépêche d'agence. Bernard Kouchner est décédé ce jour à l'âge de 84 ans. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'emplissent de photos, des clichés en noir et blanc du Biafra, son fameux sac de riz sur l'épaule, des images de boat people serrant son bras, des extraits de discours à l'ONU, des photos officielles au Kosovo, au Quai d'Orsay, des interviews enflammées, des sourires fatigués, les hommages se succèdent, contrastés, à son image.
On rappelle ses combats, ses excès, ses contradictions, ses colères. On discute de son soutien à la guerre en Irak, de ses erreurs, de ses aveuglements. On raconte aussi les malades qu'il a écoutés, les réfugiés qu'il a défendus, les étudiants à qui il a transmis, jusqu'au bout, cette conviction. On ne doit jamais se résigner à l'inacceptable. Dans un éditorial, un journaliste écrit « Kouchner n'était ni un saint ni un cynique. Il était de ceux qui acceptent de se salir les mains pour ne pas garder la conscience trop propre. François, lui, publie un texte court, presque sec, sans pathos. Nous nous sommes affrontés pendant des décennies. Il a parfois eu tort, j'ai parfois eu tort. Mais sans notre désaccord, certains débats n'auraient jamais existé. Il a contribué à imposer l'idée que la souffrance des autres n'est pas une affaire étrangère. On peut contester ses choix politiques, on ne peut pas contester que, pour lui, l'indifférence a toujours été l'ennemi. C'est peut-être là, finalement, l'héritage le plus solide de Bernard Kouchner. Il n'a pas sauvé le monde, il a échoué autant qu'il a réussi. Il a été récupéré, critiqué, contesté, caricaturé, mais il a fissuré une frontière qui semblait intangible, celle qui séparait, dans nos esprits confortables, la détresse des autres. De notre propre responsabilité, il a imposé dans la langue politique des mots qui, autrefois, n'existaient pas. Droit d'ingérence, devoir d'hospitalité, patient. Sujet de droit, victime, sujet de dignité. Il a montré qu'on pouvait passer des camps de réfugiés au ministère, sans renoncer totalement à ce qui vous brûle de l'intérieur, même si le prix à payer est lourd. Dans le brouillard des crises qui se succèdent, son parcours ressemble à une ligne brisée. Un jour, jeune interne insoumis, il quitte un hôpital pour monter sur un bateau de fortune. Un autre jour, vieux ministre désabusé, il signe des télégrammes diplomatiques tard dans la nuit, en sachant qu'ils ne sauveront peu être personne. Entre les deux, une existence menée comme un marathon couru au sprint, avec un chronomètre accroché à chaque décision, chaque départ, chaque ultimatum. Ceux qui, aujourd'hui, traversent la Méditerranée sur des canaux pneumatiques, ceux qui attendent, dans des camps perdus, que un quelque part prononce leur nom dans une réunion décisive, ne savent pas forcément qui était Bernard Kouchner, mais ils vivent, parfois, sous la protection fragile de principes qu'il a contribué à imposer, des corridors humanitaires, des tribunaux internationaux, des droits pour les malades, des ONG plus audacieuses, des diplomates un peu plus gênés au moment de serrer certaines mains. La rivalité avec François, les querelles, les retournements ne sont alors plus que les détails d'une histoire plus vaste, celle d'une époque qui a tenté, maladroitement, de concilier la compassion avec le pouvoir, l'éthique avec la géopolitique. Bernard Kouchner a été l'un des visages de cette tentative, exaspérant pour certains, inspirant pour d'autres, incohérent parfois, mais toujours en mouvement, et si l'on tend l'oreille, derrière le vacarme de sa vie publique, on peut encore entendre, comme un souffle obstiné, la phrase qui l'a guidé depuis les premières nuits dans les camps de réfugiés. On n'a pas tout le temps, on n'a jamais tout le temps, ce qu'on ne fait pas maintenant, on ne le fera peut-être jamais. Ce tic-tac intérieur, ce refus de l'attente résigné, c'est cela peut-être qui survit le mieux à sa disparition. Parce qu'il suffit qu'un seul jeune médecin, une seule étudiante, un seul diplomate en herbe, l'entendent et décident à son tour de se lever plus tôt, d'embarquer plus vite, de parler plus fort, pour que l'histoire recommence autrement, mais pas sans lui.